Nouvelle édition d'Information Sud Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre à la lune de l'actualité. Conseil hebdomadaire des ministres ce mercredi. Plusieurs points ont été évoqués dans ce journal Les Grandes Lignes avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Irené Koupaki. Les membres de la Commission nationale de la législation et de la codification sont installés ce mercredi. Cérémonie présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Diobeno. Et puis, République dominicaine, le directeur d'une radio et l'un de ses journalistes ont été tués mardi par balle par un inconnu en pleine émission. Ce sont là les grandes articulations de Eden Info, édition de ce jour. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les détails dans un instant. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 15 février 2017. Plusieurs sujets ont été évoqués. On peut citer entre autres la situation du patrimoine hôtelier de l'État, les travaux de bitumage de la route des pêches phase 1, la mise en place d'un nouveau mode de gestion du parc automobile de l'État. Voici un extrait du point de presse du ministre Pascal Irené Koupaki. L'État a confié la gestion de son patrimoine hôtelier à des opérateurs économiques privés. Dans certains cas, l'État a cédé une partie de ce patrimoine hôtelier. Il s'agit notamment de l'hôtel de la plage, de l'hôtel Croix du Sud, de Benin Marina Hôtel, du motel d'Abomey, de l'hôtel Alejo et de l'hôtel Tata Somba. Au terme des différentes conventions liant l'État à ses opérateurs économiques privés, ces derniers devraient réaliser des programmes d'investissement, des projets de modernisation ou d'extension, d'agrandissement de ces hôtels. Pour apprécier la mise en œuvre des conventions, le gouvernement a fait réaliser 2 études, l'une en 2012 et l'autre en août 2016. Les conclusions de ces études révèlent notamment le non-respect des obligations substantielles du contrat de la part des partenaires privés. Le Conseil a prononcé la résolution des conventions de cession ou de gérance des 4 hôtels suivants. Benin Marina Hôtel, Hôtel Croix du Sud, Motel d'Abomey et Hôtel Alejo. Le Conseil a instruit les ministres compétents de notifier cette décision de résolution de convention aux opérateurs privés concernés. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de nommer dans l'immédiat un administrateur provisoire ayant à charge la gestion des 4 réceptifs hôteliers dont je viens de parler. Le ministre de l'Économie et des Finances a été en outre instruit à l'effet de faire procéder à la réintégration dans le patrimoine foncier de l'État de tous ces biens objets de convention résolus par voie de mutation au profit de l'État. Le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les procédures appropriées en vue de la réparation des préjudices et dommages subis ainsi par l'État. D'autres détails à propos du Conseil des ministres de ce mercredi à suivre dans le JT Soir. Les membres de la Commission nationale de la législation et de la codification sont installés officiellement dans leurs fonctions ce mercredi. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a procédé à la cérémonie. Aristide Setsi, Damien Pedro pour le reportage. La Commission nationale de la législation et de la codification est un organe ministériel créé par le gouvernement béninois. Il est élargi aux autres composantes de la société. Le gouvernement a attribué à cette commission 3 rôles fondamentaux.
Première chose, la commission est chargée de regarder dans la législation béninoise où il y a des insuffisances. Lorsqu'elle ressent à tel ou tel autre niveau qu'il y a de l'insuffisance, elle peut faire des propositions au gouvernement en élaborant elle-même les avant-projets de loi. Deuxième mission, lorsque ce n'est pas elle-même qui élabore les avant-projets et que les avant-projets sont élaborés au sein des ministères, son rôle, c'est de prendre ces projets-là et de dire ce qu'elle en pense. C'est ça qu'on appelle donner des avis sur les avant-projets de loi. Troisième mission, c'est de faire de la codification. C'est-à-dire que lorsque vous avez une matière sur laquelle vous avez plusieurs lois, vous avez plusieurs règlements, vous pouvez essayer de les rassembler, les codifier pour en donner une lisibilité. C'est non seulement un espace de dialogue entre les représentants de l'État qui ne sont pas dans cette sphère, mais aussi un outil technique mis à la disposition du gouvernement. Le gouvernement a senti la nécessité de mettre en place un outil technique qui lui permet de rassembler l'ensemble des compétences à travers les différents départements ministériels. Première chose. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend l'initiative d'un texte, le fait d'amener ce texte-là à la commission de législation permet d'avoir les vues de l'ensemble des ministères. Cette quarantaine de membres est installée au moment où le gouvernement s'est engagé dans de nombreuses réformes dans le pays. La mauvaise gestion au sein du réseau de téléphonie mobile Libercom, dénoncée la semaine écoulée par le président du FONAC, a suscité des réactions dans le rang des citoyens. Suivons les avis de quelques-uns. Lorsqu'on parle de gestion, les ressources humaines doivent être considérées comme capitales. Il ne s'agit pas d'injecter des milliards dans une structure, mais il faut aussi que ceux qui sont là chargés d'exécuter le programme d'action de cette structure soient bien formés, soient bien outillés. Nous avons entendu, nous voyons Elias toujours dénoncer, n'est-ce pas? Il est encore à nouveau sur un sujet où il dénonce la mauvaise gestion de Libercom. La dénonciation seule ne suffit pas. Maintenant, qu'il propose, qu'il agisse au moins pour Libercom, pour qu'on sache que Jean-Baptiste Elias a fait quelque chose de réel. Bien vrai, il a eu à dire que bon voilà, que c'est une structure d'État, qu'il invite tout le monde à acheter un produit de Libercom, tout ça là c'est pour sauver. Il a donné un exemple d'Éthiopie, tout ça là, un vaste pays, tout ça. Mais il est là maintenant, il est fils du pays. Il n'est pas de la poste, il n'est pas des télécoms, c'est bien de dénoncer. La théorie est facile, mais la pratique est difficile. Considéré comme premier réseau GSM au Bénin, normalement, ce réseau ne devrait pas être à ce stade-là. Donc, ils n'ont qu'à juste créer de nouvelles choses et ça va les apporter plus. Donc, ils pensent à se relever. Parce que quand on a un mal, il ne faut pas penser au mal à chaque fois. Il faut penser plutôt à se relever au lieu de dire j'ai mal. Les gens ne veulent pas travailler. Dans le privé, vous êtes obligé de travailler. Prenez les agents des autres réseaux GSM. Voyez comment les autres réseaux s'étendent sur tout le territoire national. Mais Libercom, qui est une structure de l'État, qui vend, c'est-à-dire qui dépend de la structure qui vend l'espace au privé, voyez comment ça fonctionne. Parce que les gens ne veulent pas travailler. Mais nous continuons d'utiliser Libercom. Le seul produit que vous avez à Libercom, c'est l'appel. Vous pouvez appeler et en pleine villa Cotonou, vous n'avez pas le réseau. Les investissements sont passés où? Ils ont investi où? Faut-il payer des frais d'inscription à la FLAC, faculté des lettres, langues, arts et communication de l'université d'Abomey-Calavi? La réponse est oui, mais seuls les étudiants redoublants sont astreints à ce paiement. Le doyen de la FLAC a tenu à confirmer cette information après que les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, notamment ceux de l'ancienne Flash, dont l'année académique dernière a été invalidée, ont désapprouvé cette décision. Je vous propose d'écouter le professeur Flavien Beto. Lorsque un étudiant vient s'inscrire à l'université, il prend d'abord ce que nous appelons
une inscription qui lui permet d'avoir le titre d'étudiant. On appelle cette inscription-là une inscription administrative. Et il choisit de s'inscrire dans une faculté ou dans une école ou dans un institut. Je disais donc que l'année académique sous le système LMD comporte 2 semestres, les semestres impairs et les semestres pairs. Et dans ces arrêtés, dans les arrêtés d'application du système LMD, il est bien sûr écrit noir sur blanc, je peux vous en donner copie, que l'inscription pédagogique se fait par semestre. Donc l'inscription pédagogique, c'est une exigence du système LMD et cette inscription pédagogique se fait par semestre. Ce que vous avez donc entendu, ce n'est que donc la conséquence de l'application du système LMD. L'équipe rectorale, il y avait un arrêté, un décret pris, c'était pas un arrêté, un décret pris en Conseil des ministres qui dit expressément que cet avantage-là n'est accordé qu'à ceux-là qui passent régulièrement, qui s'inscrivent d'abord pour la première fois et ceux-là qui passent régulièrement. Les doublants, dans la mesure où on ne peut pas encourager la paresse, les doublants doivent donc payer de leur propre poche les 15 000 francs, donc les frais d'inscription de l'année académique qu'ils n'ont pas pu réussir, de l'année académique et les frais de l'année académique en cours, parce qu'ils n'ont pas pu réussir donc leurs examens de l'année passée. Donc c'est régi donc par des tests. Vous le constatez parce qu'ils n'ont redoubler, c'est quoi? Redoubler, c'est refaire la même classe une seconde fois. C'est clair, hein? De mon point de vue, c'est clair. Ils ont repris la classe, hein? Du fait de l'invalidation. Donc, si on leur demande de payer les 15 000 francs, c'est en application donc de ce décret-là. L'école primaire publique de Péléadjamé de la circonscription scolaire de Diakotomé risque d'être rayée de la carte scolaire du Koufo si rien n'est fait. Créée en 1978 sur un domaine de 5 hectares dont la délimitation date du 15 mars 1979, cette école dispute de nos jours son domaine avec des habitations, une église et une unité villageoise de santé. La présence des bornes dans les domaines fait penser à la vente d'une parcelle des terres autrefois cédée à cette école. Occupation des domaines scolaires, cas d'une école de la commune de Diakotomé. C'est un reportage de Jonas Boti. Il y a 39 ans de cela que l'école primaire publique de Péléadjamé a été créée et c'était à cœur joie que nous avions cédé nos terres pour la construction des salles de classe. C'est en ces termes que le chef du village a introduit l'histoire de l'école de Péléadjamé, un village où les différentes familles vivaient en une parfaite harmonie jusqu'au jour où le retour au bercail des fils de la localité a changé le cours de l'histoire de cette école. C'est depuis environ 15 ans que, de retour dans le village, un des nôtres dit ne pas trouver là où il va construire sa case. Et il avait commencé par occuper une partie de l'école. Nous le lui avons interdit. Il y a environ 6 ans, un autre dans la même situation a érigé un bâtiment dans le domaine contre notre avis. Cette année, c'est un autre qui leur emboîte le pas. Entre-temps, sous l'autorisation du chef du village, quelques habitants se retrouvaient sur une partie de l'école pour prêcher l'évangile tous les dimanches. Ceci a conduit plus tard à l'implantation d'une église sur le domaine de l'école. Avant que nous ne nous installions ici, nous étions allés voir le chef du village et il nous avait donné son autorisation. Quelques années plus tard, certains sont venus réclamer le terrain et ils nous ont obligés à acheter le domaine. C'est ainsi qu'une partie de l'école nous avait été vendue depuis 14 ans.
Après l'église, c'est une unité villageoise de santé qui a occupé le bâtiment social implanté sur le domaine de l'école pour servir de résidence au directeur. Mais là, l'affectation de cet agent de santé dans un domaine scolaire reste à élucider. Ce n'est pas une affectation de l'église. Avant là, j'étais stage à Ouigamé. Et le coordonnateur m'a appelé, nous allons s'installer à Pélagamé. Donc il n'y avait pas de bâtiment et c'est un bâtiment de directeur. Comme il y a marque de bâtiment, on m'a installé dans le bâtiment pour le moment. L'unité villageoise de santé que vous venez de voir, bon, c'est une unité qui est envoyée dans le village pour aider la population à se soigner. Bon, telles que les informations que j'ai eues, ce n'est pas une unité qui est publique, mais c'est une ONG qui est venue placer cette unité pour aider la population. Je dirais que le domaine qu'ils ont occupé, c'est-à-dire le bâtiment que vous voyez, c'est un logement social construit par le gouvernement, mais je ne sais comment ils se sont arrangés pour occuper ce bâtiment. Face à l'impuissance du président de l'association des parents d'élèves à déloger les occupants illégaux, le directeur a saisi les autorités. Chaque fois que je constate les occupations, je me dirige vers le président AP. Je l'informe. Lui-même, il est dépassé. Donc, il me dit qu'il ne cesse de leur dire ça, mais il ne veut pas écouter. J'ai écrit à mon chef hiérarchique et le maire. Suite au cri de détresse du directeur, une équipe de la mairie de Diakotomé s'est rendue sur les lieux pour constater cette occupation du domaine public et surtout des bornes qui attestent le morcellement et la vente d'une portion du domaine de l'école. Maintenant, l'actualité hors du Bénin, Côte d'Ivoire, 2000 arpentés en 2016, 1000 fois plus d'ici à 2030. Cocody, le quartier chic d'Abidjan, surnommé le Beverly Hills africain, veut devenir un rempart contre le réchauffement climatique et lutter contre la déforestation avec un vaste projet vert. Suivons à présent les réactions de quelques autorités de la ville ainsi que quelques habitants. 30 plantés au moins 2 millions d'arbres à Cocody. Il faut verdir Cocody, 2 millions d'arbres pour séquestrer le CO2, le carbone. Les espaces verts, les arbres, les jardins, c'est beau à voir, ça protège l'environnement et ça protège, ça donne aussi la santé aux habitants. La population dégrade les espaces verts. Je demande pardon à monsieur le maire qui s'arrange pour arranger tout ça. Parce que vraiment, l'environnement, pour le moment, là, la population ne prend pas en compte. Des manifestants sont descendus sur l'avenue Paulista à Sao Paulo mercredi en pleine heure de pointe pour exprimer leur soutien à la plus vaste enquête de corruption de l'histoire du Brésil et pour dénoncer l'attitude du gouvernement qui, disent-ils, semble vouloir étouffer l'affaire. Réaction. Nous sommes ici parce que la politique brésilienne est brisée. Nous voulons du changement. Ce dont nous avons besoin, c'est de changer nos politiques pour un Brésil plus juste. Quand ce gouvernement a pris le pouvoir, il a reçu le vote de confiance de ceux qui se sont battus si fort pour la destitution de Dilma Rousseff. Maintenant, il commence à reproduire les comportements du gouvernement précédent et cela, nous ne l'acceptons pas. Puis on l'avait annoncé dans les titres, le directeur d'une radio en République dominicaine et l'un de ses journalistes ont été tués mardi par balle par un inconnu en pleine émission retransmise en vidéo sur Internet selon la police. Commentaire.
bilan de ce drame fait état de 2 morts et 1 personne blessée, a indiqué à la presse le colonel William Alcantara, porte-parole de la police nationale à San Pedro de Macorís, ville située à 61 km à l'est de la capitale Saint-Domingue. Les victimes sont Leonidas Martinez, journaliste et directeur de la radio 103.5 FM, et Louis-Emmanuel Medina, commentateur du programme d'actualité Milenio Caliente. La secrétaire de la station de radio Diana Garcia a été blessée dans l'attaque. Les employés de la radio ont raconté que l'attaquant a d'abord tué le directeur de la station dans son bureau avant de se diriger à la cabine d'enregistrement pour assassiner le journaliste, puis tirer sur la secrétaire. Mercredi matin, un important dispositif policier était déployé devant la station de radio installée dans un centre commercial. La Société internationale de presse, SIP, organisme de défense de la liberté de la presse sur le continent américain, a condamné cette tragédie qui touche la grande famille du journalisme en République dominicaine. En 2016, la République dominicaine était classée 62e sur 179 dans l'indice sur la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Les journalistes qui osent s'en prendre à la corruption ou au trafic de drogue sont souvent les victimes de violences physiques, voire de meurtres, note Reporters sans frontières sur sa page internet consacrée à ce pays. Et puis, Ashima, petite île japonaise abandonnée, fut en 1960 le lieu le plus densément peuplé du monde. Une mini-ville habitée de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, toutes consacrées à la récolte du charbon sous-marin. L'île surnommée Gunkajima porte aussi en elle la blessure du travail forcé chinois et coréen pendant l'occupation japonaise pendant la première partie du XXe siècle. Reportage. Une île fantôme, longtemps symbole de la modernisation du Japon. Cette ville abandonnée de la région de Nagasaki était l'endroit le plus densément peuplé au monde en 1960. Surnommée Gunkanjima ou l'île cuirassée, c'est ici, dans le premier immeuble en béton armé du pays, que Minoru Kinoshita a grandi. On jouait souvent au chat et à la souris dans tout le bâtiment, mais il arrivait qu'on ne trouve personne tellement c'était grand. Pour moi, cet immeuble était comme une aire de jeu où j'ai pu m'amuser pendant des heures. Mais l'envers du décor se trouve sous terre. À plus de 1000 mètres de profondeur, une mine de charbon datant du 19e siècle tournait à plein régime. Plus de 400 hommes se relayaient 24 heures sur 24 dans des conditions extrêmes. L'humidité, c'était le plus dur. On dépassait les 95%, l'air était juste moite, collant. À ça venait s'ajouter la poussière de charbon qui se mélangeait à notre sueur. On finissait noir de la tête aux pieds. Après la Seconde Guerre mondiale et le virage énergétique en faveur de l'or noir, le cuirassé jette définitivement l'encre en 1974. Mais Gunkanjima retrouve un nouveau souffle. En 2015, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un statut controversé, car pendant la première partie du XXe siècle, la mine a eu recours au travail forcé de Chinois et de Coréens, dont les pays ont été partiellement occupés par l'Empire japonais. C'est une honte pour ceux qui aspirent à la paix dans le monde. C'est irrespectueux envers les victimes et c'est pourquoi nous regrettons cette décision de l'UNESCO. Mitsubishi, l'ancien propriétaire de l'exploitation, a fait un premier pas vers la réconciliation en dédommageant une dizaine d'ouvriers chinois de ces sites japonais. En Corée du Sud, une procédure est en cours, mais aucun ouvrier n'a été à ce jour indemnisé. Fin de cette édition. Merci à tous. Retrouvez Carole Olaye au JT Soir. Au revoir.